23 septembre 2017, il y a 1 an, 8 mois, 15 jours et 2 minutes et 50 secondes à peu près, en plein cœur de l'été indien. Donc j'espère que vous voyez déjà un peu la scène à la Jodassin se peindre sous vos yeux, au plein cœur de la Catalogne du Nord, donc en plein cœur de la crise catalane également. Ma femme et moi nous marions à la mairie de Gérone, donc le fief de la Catalogne, l'Ajuntament de Girona. Alors je ne suis pas venu vous parler de mon mariage, je ne suis pas non plus venu vous parler de mes compétences en espagnol un peu bancales, mais je suis plutôt venu vous parler du fait, pour démarrer en tout cas la conférence, qu'à ce moment-là de ma vie, ça faisait 15 ans à peu près, depuis cette période assez ingrate de la préadolescence, que personne, vraiment personne, n'avait réussi à prendre une belle photo de moi. Effectivement, j'ai essayé de mettre la faute sur les personnes qui prenaient ces photos, mais au final, j'ai quand même pu réaliser que c'était clairement moi le problème. Et donc, je peux vous donner un peu le résultat, ça a oscillé entre un acteur qui a raté sa carrière et puis un tueur en série à tendance sociopathe, donc pas top. Jusqu'au jour où je me marie et David Villanova prend cette photo de moi. Alors, je ne suis pas forcément là pour vous dire que c'est la meilleure photo de moi qui existe, ou qu'elle est belle, mais en tout cas, j'ai presque pas de crispation, un sourire à peu près naturel, et puis un regard ni défensif ni menaçant. Donc pour moi, c'est la photo que je vais utiliser jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc vous pourrez la voir, j'espère que vous ne trouverez pas d'autres photos de moi. Je ne suis pas non plus là pour vous parler de moi, je suis surtout là pour vous parler de David Villanova, pour commencer cette conférence. David Villanova, donc, qui était notre photographe de mariage. David, au-delà d'avoir un talent extraordinaire, c'est quelqu'un qui a une petite entreprise qui connaît une croissance réussie. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de croissance réussie. Et David, je dirais qu'au-delà de son talent, il y respecte 3 grands principes que j'aimerais approfondir avec vous aujourd'hui. Principes orientés autour du client. 1, la grande qualité de sa relation client. 2, une expérience client extraordinaire. Et 3, sa stratégie d'acquisition client, qui est assez intéressante aussi. Alors, 1, la qualité de la relation. Effectivement, David, c'est quelqu'un qui ne nous a pas traité, moi et ma femme, comme de simples personas, comme une simple audience typique du couple qui va se marier, mais qui a vraiment eu une approche personnelle. Approche personnelle puisqu'elle a compris que ma femme ferme les yeux quand elle voit un objectif et que moi, effectivement, j'ai ces regards un petit peu compliqués. Donc, il nous a proposé de faire plutôt un documentaire, un peu presque paparazzi, ce qui a rendu un très bon résultat et effectivement une relation très personnelle. 2, l'expérience. Alors l'expérience client ici a été assez extraordinaire aussi puisque alors je suis dans le software et on propose des périodes d'essai et on essaie effectivement d'apporter de la valeur avant d'en extraire. Et David est venu passer un week-end avec nous et nous a proposé de faire des photos de nous et de voir un petit peu le résultat avant de nous engager. Avant de tirer de la valeur de notre porte-monnaie, il nous en a proposé et on a pu effectivement évaluer ensemble si oui ou non on voulait l'utiliser comme photographe. Ça a été le cas. Et puis 3, ça sera d'ailleurs le principe sur lequel je vais commencer, David n'a comme stratégie d'acquisition client que ses clients. Il ne dépense pas 1 euro en acquisition payante, organique, RP ou quoi que ce soit. Il a juste un site, un compte Instagram, et il laisse ses clients parler pour lui. Donc, quand j'étais en train de faire ma shortlist de photographes potentiels pour mon mariage, je devais en avoir à peu près identifié une dizaine. Et au moment où je commençais la rédaction de mon besoin, mon cahier des charges de 12 pages de ce que j'attendais de ce photographe, ma femme voit dans son fil d'actualité Instagram des photos sublimes d'une amie qu'elle avait perdue de vue depuis de très nombreuses années, comme beaucoup de nos followers Instagram, mais magnifiques. Et effectivement, on était sous le choc et il y avait ce hâte David Villanova photo. 2 secondes après, David avait un nouveau client. Donc David vraiment connaît une croissance réussie grâce à sa stratégie orientée autour du client et ses clients font son acquisition. Donc voilà, je voulais vraiment parler de cette petite histoire pour démarrer cette conférence et effectivement approfondir avec vous comment vous aussi vous allez pouvoir mettre le client au centre de vos efforts et effectivement en tirer beaucoup plus d'acquisition client. Donc bonjour à tous, je m'appelle Yves Bourgoin, je suis en charge des ventes chez HubSpot sur la partie vente directe. Je voulais d'abord vous remercier à tous d'être venus, puisqu'effectivement il y a eu un changement de salle au dernier moment. Ce qui me rappelle d'ailleurs un petit peu la veille de mon mariage, quand 80% de chances de précipitation étaient sous nos yeux et qu'on devait peut-être trouver une solution de repli. Ça n'a pas été le cas, mais c'était le méga stress pour 100 personnes. Là, j'imagine que pour un festival comme ça, ça doit être assez difficile. Donc félicitations aussi à Web2Day pour cette organisation et merci de leur invitation. Alors, premier concept sur lequel j'aimerais démarrer, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entreprises comme David
n'ont que le bouche à oreille pour au final driver de la recommandation et effectivement faire parler d'eux. Hier d'ailleurs, j'étais à l'hôtel Amiral et Chris demandait une recommandation de crêperie et effectivement était très satisfait de sa crêperie. Donc dans le concept de la restauration, on voit ça beaucoup. J'organise le dîner d'anniversaire surprise de ma femme samedi prochain. Heureusement que c'est pas en streaming, donc elle le sait pas. Mais au moment de faire mes recherches sur des sites de réservation, j'ai booké un restaurant pour 10 personnes. Dans la foulée, je préviens mes amis et un d'entre eux qui habite Clamart, où j'organise cet événement, me dit « Non, surtout pas, n'y va pas, c'est hors de question, la bouffe est dégueulasse, n'y va pas. Tu devrais plutôt aller là-bas. » 2 minutes après, suite à une recommandation, j'avais booké ce restaurant. Donc, qui dans cette salle est déjà devenu client suite à une recommandation de qui que ce soit? Ok, presque 100%. Je suis sûr que 100% des personnes ont des recommandations. Et qui dans cette salle a fait l'acquisition d'un client suite à une recommandation? Nous, chez HubSpot, un peu moins. Nous, chez HubSpot, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et j'ai envie de vous dire d'ailleurs, c'est quelque chose qui accélère énormément le cycle de vente, si on parle un petit peu de vente. Donc effectivement, rendre ses clients satisfaits va générer beaucoup plus de croissance pour votre entreprise. Chaque entreprise bénéficie du succès de ses clients. Et pour rendre ses clients successful, pardon pour l'anglicisme, il va falloir quelque part peaufiner l'expérience de ses clients. Alors, beaucoup, et nous y compris, on pensait que l'expérience client démarre au moment de l'acquisition du client et se termine au moment où le client part de l'entreprise. En fait, c'est un petit peu plus long. Je dirais même que c'est l'infini, puisque un client qui part peut être amené à revenir et il va continuer d'entendre parler de votre entreprise. Donc déjà, il n'y a pas de fin à l'expérience client. Et cette expérience client, elle commence en fait avant que cette personne devienne cliente, puisqu'en fait, elle peut remonter déjà la première fois où elle entend parler de votre entreprise. Déjà, l'expérience client démarre à ce moment-là. Et si cette personne devient cliente par une recommandation, elle vient donc de ce client initial qui a recommandé, et donc on est encore plus en amont, et au final, presque l'expérience client de toute une entreprise commence à son premier client. Donc pour nous, en tout cas, il est impératif de faire le client la priorité, surtout dans un monde où les coûts d'acquisition payants et les coûts d'acquisition organiques ne font qu'augmenter. J'espère que personne ne va lever la main, mais qui a vu ces coûts d'acquisition baisser d'année en année? A priori, le client, lui, n'est pas lié à un investissement, en tout cas monétaire, comme de la publicité. Donc, pour HubSpot, faire du client la priorité, c'est vraiment aujourd'hui notre mission. Et je dirais même que c'est en fait placer le client au centre de tous les efforts de l'entreprise. Donc, ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'entreprises vont penser le client comme une finalité. Nous, il est au cœur de notre stratégie. Et on le met même d'ailleurs avant les équipes et avant l'individuel. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, on envisageait effectivement notre stratégie d'acquisition client comme linéaire, avec un entonnoir d'acquisition, où le client en était la finalité et le service venait après, mais au final, il était client. Mais en fait, on pose souvent la question, est-ce que ton business tourne? Et donc, cette logique de tournée rotative, c'est quelque chose qu'on fait chez HubSpot. Et on a sorti ce concept de flywheel en anglais, qu'on appelle le cycle inbound, puisque toute notre proposition de valeur est autour de l'inbound. Et effectivement, on met le client au centre. Et tous les services vont se renvoyer quelque part, pas la balle, mais en tout cas vont interagir et créer des synergies, notamment le service, un client satisfait, va être votre marketing de demain. Et donc, on est dans cette logique rotative. Et cette inertie, je dirais, plus le business tourne, plus on va aller rapidement. Ce qui peut, en fait, au final, grincer un petit peu dans cette roue, ça va être des frictions. Et le but, ça va être quelque part d'identifier ces frictions pour les éliminer, pour avoir une entreprise qui tourne au maximum autour de son client. Alors HubSpot, comme beaucoup d'entreprises, mettent le client en avant, et c'est souvent des belles paroles, mais passer des paroles à l'acte peut être effectivement, il y a un certain delta, disons, entre les deux, et effectivement, nous-mêmes les premiers, on n'a pas toujours respecté ce principe. Malgré l'intention de mettre le client en top priorité, parfois elle se retrouve reléguée à des places malheureusement pas premières. Et donc en vente particulièrement, l'intérêt porté au client peut malheureusement être assez orienté vers son portefeuille. Nous-mêmes, on a en vente effectivement des objectifs et ça n'est pas une stratégie à long terme, mais trop court-termiste. Donc, on s'est rendu compte qu'un changement était nécessaire. Et du coup, on s'est dit, on va aller écouter ses clients. On va écouter ses clients déjà sur les réseaux sociaux,
Alors on voulait une écoute sans filtre, hein, donc on n'a pas forcément privilégié Instagram sur cette écoute, mais plutôt les autres plateformes. Pardon pour la blague, je vois qu'elle n'a pas marché. Si ça fait rire une personne, on peut prendre un café après. Évidemment, après, on les a interrogés. On a interrogé des milliers de clients, on leur a posé plein de questions, on les a écoutés sans filtre. Et on en a sorti des principes essentiels qui viennent d'eux. Ces principes, on les a centralisés dans ce qu'on appelle le code client. Et si vous connaissez HubSpot, à la création de l'entreprise, on a sorti le Culture Code, qui a été développé par notre cofondateur, qui est un ingénieur, CTO, et donc qui approche un peu tout sous l'angle du code. Aujourd'hui, on est très fiers de sortir le code client. Code client que vous allez pouvoir retrouver sur codeclient.fr. Et j'espère que vous avez tous une petite carte avec vous qui va quelque part vous proposer les 9 grands principes de ce code client. Alors, ces 9 principes, on va en parler aujourd'hui. Je vois le temps qui tourne, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais je pense qu'on aura le temps de tout couvrir. Ces 9 principes, nous, on s'engage à les respecter, et on s'engage aussi à réévaluer chaque année si on les respecte bien. Donc on a créé une évaluation qu'on vous encourage d'ailleurs à faire aujourd'hui avec nous. Je vais vous partager l'évaluation 2018 d'HubSpot de ces 9 grands principes, et je serai ravi que vous fassiez votre auto-évaluation. Et je vous inviterai même à demander à vos clients ce qu'ils pensent de ces concepts-là. Et peut-être que vous voulez d'ailleurs quelque part personnaliser un petit peu ces concepts. Nous, c'est ceux qui sont venus de nos clients. Et en fait, analyser la différence entre cette auto-évaluation, ce que vous pensez, et puis la réalité de ce que disent vos clients. Et peut-être que cet écart entre votre propre interprétation et l'interprétation de vos clients vous donnera aussi quelques pistes pour améliorer la croissance de votre entreprise. Parce que ce qu'on pense chez HubSpot, c'est qu'il faut faire ce qui est juste, droit et correct quand c'est difficile. Et c'est ça met dans une position vulnérable, effectivement, que de savoir là où on est peut-être moins bon. Mais particulièrement quand c'est difficile, c'est à ce moment-là qu'il faut faire ce qui est correct, juste et droit, et ce qui boostera la croissance de votre entreprise. Donc, voici la fiche d'évaluation d'HubSpot du code client, avec ces 9 grands principes, et merci aux bénévoles qui ont distribué d'ailleurs cette carte un peu à tout le monde, avec un stylo HubSpot, qui pourra vous servir à bien plus. Et on va regarder ensemble ces 9 principes. Donc, n'hésitez pas à prendre vos stylos, à partager d'ailleurs les résultats de votre code client, et puis on engagera avec vous et on pourra effectivement interagir sur les réseaux sociaux. Le hashtag évidemment à privilégier sur Twitter. Donc, principe numéro 1, susciter l'attention au lieu de se l'accaparer. Évidemment, une sollicitation imposée, pas attendue. Je pense qu'on a tous reçu des calls, mais hors sujet, non merci, et la personne s'acharne. Ça n'a pas en fait beaucoup de points positifs pour l'entreprise. Vous imaginez bien mon mariage, promis j'arrête après, que si je recevais ce genre de coup de fil alors que David est en train de faire un cadrage à peu près potable de moi et de ma femme qui ne ferme pas les yeux, ce coup de fil serait très malvenu. Et beaucoup d'entreprises ne comprennent pas, mais ce temps est précieux, ce temps qu'on a. Aujourd'hui d'ailleurs c'est un peu la course au temps. Et donc il est important de contacter au bon moment. Et effectivement, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on demande à ces personnes qui reçoivent des coups de fil ou des sollicitations non attendues, ce qu'ils pensent de l'entreprise suite à cette sollicitation, 85% ont une opinion plus négative de la marque après cette sollicitation. C'est pour ça que tout ce qui est outbound chez HubSpot, les cold calling notamment, on essaie de ne pas les faire et d'être tout le temps en suivi attendu du client. Au passage, il y a 4% des personnes interrogées qui ont une image plus positive. Peut-être qu'ils étaient en quête d'attention, je ne sais pas, mais en tout cas, 85% sont plutôt sur un retour négatif. Donc attention à ça. Et puis évidemment, ce temps, encore une fois, tout le monde n'a pas un enfant en bas âge. J'en ai un, donc je suis réveillé la nuit. Je pourrais être ouvert à une promotion au milieu de la nuit, mais la plupart des gens ont a priori des nuits normales. Là, ce serait aussi évidemment très malvenu de se faire solliciter au milieu de la nuit. C'est un exemple un peu gros. Clairement un mauvais moment pour contacter vos prospects. Donc, l'envoi de messages ciblés, personnalisés au bon moment, va clairement driver la croissance de votre entreprise. Et surtout, ne faites pas ces messages non sollicités. Donc nous, chez HubSpot, on s'est mis 8 sur 10, puisqu'on a encore des efforts à faire. Donc je vous invite peut-être à prendre votre stylo et à vous poser la question où est-ce qu'on en est, nous, aujourd'hui, dans cette sollicitation non attendue. Est-ce qu'on est... alors, 0 sera peut-être un peu violent, 10 c'est peut-être un peu optimiste. Essayez d'avoir cette lucidité, et puis si vous demandez à votre client et que vous interprétez, en fait, vous évaluez les différences, je pense que ça vous donnera beaucoup de pistes, encore une fois. Alors numéro 2, traiter les clients comme des personnes plutôt que des personas.
Donc chez HubSpot, on est très fiers, on a inventé un peu ce concept de persona, d'identification de votre client type. On recommande à tout le monde de le faire. Qu'est-ce qui définit votre client, autant en critères démographiques, mais aussi psychographiques. Donc vraiment comprendre sur des clients types personnalisés qui ils sont. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on interagit avec une personne, ce n'est pas un persona. Et donc je vous invite vraiment à comprendre que chaque personne avec qui vous interagissez ne rentre pas forcément dans un moule précis. Cette personne a des problèmes, des attentes, des rêves. Il y a un petit cœur qui bat, cette personne a sa propre vie. Et donc il faut vraiment le respecter. Une vie qui n'est d'ailleurs pas vécue que de 8h à 18h, et comprendre que l'humain à qui vous avez affaire, c'est bien plus que ce prospect que vous contactez. Et donc il est essentiel d'interagir avec cette personne à l'heure qui lui convient, au bon moment. Déjà lui proposer peut-être le moment qui lui correspondra sera une sage décision. Ensuite, là où elle se trouve, donc c'est les plateformes, sur peut-être les locations, la géographie qui lui correspond, et puis surtout sur les plateformes qu'elle utilise. Donc demandez bien aussi quelle plateforme elle préfère engager, puisque vous aurez de grandes surprises. Donc nous là-dessus, un peu inventeur du persona, on a tendance à être un petit peu trop suiveur de notre propre méthodologie. On a d'ailleurs des outils gratuits, Make My Persona, qui vous aident à créer ces personas gratuitement, mais faites attention. Nous, comme vous le pouvez le voir, on est effectivement un petit peu loin du score qu'on voudrait avoir. Je vous invite à auto-évaluer sur ce deuxième principe. Alors moi, j'adore celui-là, puisqu'on a tous des processus d'entreprise et qu'il faut éviter effectivement à tout prix que ces processus entravent la satisfaction du client. Ça ne le concerne pas. Ces problèmes ne le concernent pas. Et je pense que beaucoup de clients doivent appréhender ces processus, et au final, il a un problème, il veut le résoudre, il ne veut pas forcément connaître comment c'est organisé. Donc, pour rappel, je suis français, ma femme est espagnole, on vit à Dublin, on s'est marié en Catalogne, c'est l'Espagne, mais notre acte de mariage était en catalan. On a voulu le transcrire au registre de l'état civil français. C'est à peu près une image réaliste de ce qui s'est passé, puisqu'entre les traductions et contacter les différentes ambassades, c'était clairement très compliqué. Bon, on est sur le service public, c'est différent. Mais n'ayez pas toutes ces étapes avant la signature d'un contrat. Rendez ça fluide. Le client aura tendance à plus avancer avec vous d'ailleurs. Les clients ne s'intéressent pas à vos processus de vente, et ils ne s'intéressent pas d'ailleurs à comment vos différents départements sont organisés. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer que c'est à un tel qu'il faut renvoyer la balle, etc., qu'il y a des dysfonctionnements. Ça n'est pas sa préoccupation. Ils veulent trouver une réponse facile et la meilleure solution à leurs problèmes. Restez concentrés là-dessus. Chez HubSpot aussi, on peut malheureusement avoir des processus qui parfois entravent un petit peu la satisfaction client. Je pense à un exemple où effectivement, on avait un client, on n'était plus sûr sur quel département il était. On l'a contacté pour savoir, par rapport à un but purement égoïste, de savoir où est-ce qu'il tombait. Non, vous n'avez pas à demander à vos clients des informations qui n'ont que pour objectif de savoir chez vous, par rapport à vos processus, où ce client va tomber. Donc encore une fois, je vous invite à auto-évaluer ça. Et j'espère, nous, ce qu'on dit chez HubSpot, c'est use good judgment, et donc de ne pas cumuler trop de process à force de croissance de votre entreprise. Si vous êtes des entreprises de petite taille, essayez de ne pas forcément accumuler trop de process rapidement. Ça ne peut qu'entraver la satisfaction. Alors, utiliser les données des clients sans en abuser, c'est aussi un thème assez intéressant, surtout dans un monde avec autant de données. Alors, évidemment, il faut avoir des données sur vos clients, il faut avoir une approche personnalisée. C'est toujours plus apprécié quand le client se sent connu. Par contre, effectivement, cette expérience suivie et personnalisée, rendez-la fluide aussi. Et par contre, ne tombez pas dans l'abus d'utilisation des données, car ils ne souhaitent pas non plus se sentir surveillés. Avec toutes les technologies de tracking, j'entendais certaines conversations liées au tracking, c'est très bien. Ça permet d'ailleurs d'être plus personnel, mais ne tombez pas non plus dans l'hyper-réactivité à tout mouvement de votre prospect client. Ça peut être un peu fatigant. Et puis la manipulation des données personnelles peut être aussi mal utilisée. Utilisez-la à bon escient. Je prends l'exemple de cette personne qui me proposait une assurance pour un prêt immobilier, ce qui est obligatoire, mais qui avait plein de solutions additionnelles d'assurance santé à nous proposer. C'était clairement son objectif de nous positionner ces produits. Il est quand même arrivé à démarrer le meeting en nous disant à ma femme et moi, Yves, 8 ans en sales. Et vous, Anna, études de psychologie et maintenant en sales. Mais tout va bien. Beaucoup de personnes burn out dans ces métiers-là, vous le savez. Et clairement, on n'a pas trouvé l'approche particulièrement appropriée. Donc encore un exemple ici, mais
N'utilisez pas ces données dans le mauvais sens, utilisez-les et utilisez-les à bon escient. Ici, pour le coup, on estime être assez bon puisqu'on a beaucoup de données qui nous permettent d'être hyper personnels, on essaie de ne pas en abuser. On n'est pas à 10, mais c'est clairement un de nos points forts. Je vous invite à vous auto-évaluer aussi sur ce point-là. Alors, encourager les critiques et en tenir compte. Effectivement, nous, c'est ce qu'on fait chez HubSpot. On a demandé des critiques à nos clients et il faut bien avoir en tête que l'absence de critique n'est pas synonyme de compliment. Donc effectivement, ayez bien ça en tête, demandez des critiques et n'hésitez pas à les demander. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas que votre entreprise n'en recevrait pas si vous en demandez. Et surtout, si rien n'est fait pour les recueillir. Donc essayez de mettre en place ces systèmes pour recueillir ces retours clients et ces critiques qui vous permettront de développer votre entreprise. Et les clients sont clairement les mieux placés pour parler de leur expérience. Donc ne supposez pas, nous chez HubSpot, on essaie de faire la guerre un peu aux suppositions, parce qu'on se rend compte qu'on est souvent naturellement orienté à faire des suppositions qui, la plupart du temps, sont fausses. Donc demandez-leur. Et encore une fois, c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui, de voir les différences entre ce que vous pouvez penser qu'ils pensent et ce qu'ils pensent réellement. Tenir compte, évidemment, ensuite, est clé, puisque recueillir les critiques, c'est bien, préciser qu'on en tient compte et changer derrière, c'est encore plus important. C'est à ce niveau-là pour nous. Voilà, donc je serais très curieux de savoir qui aussi a des conseils à nous donner, puisqu'on est tous là pour s'apporter les uns les autres. Reconnaître les erreurs commises, c'est presque un peu lié aussi. Donc, mon fournisseur d'accès Internet, pas français, je vous rassure, j'ai eu des gros problèmes de connexion Internet. Et un jour, j'ai reçu un email. Vous avez peut-être rencontré des soucis de connexion. Clairement, oui, j'ai pas pu me connecter pas mal, c'était très compliqué. On voulait vous dire que c'était à cause de la fibre et de son passage. Alors, j'ai pas lu l'email totalement parce que j'étais déjà un petit peu pas satisfait de la réponse. Il m'expliquait techniquement pourquoi on n'avait pas eu Internet. Des erreurs sont commises, on en fait toutes. C'est comment vous allez réagir à ces erreurs. Si vous rentrez directement dans c'était pour ça et pour ça, c'est pas forcément ce que la personne va entendre. Excusez-vous. Je pense qu'on est tous passés par là. Cette impression de ne pas être écouté. Faites une erreur, excusez-vous. Foncièrement, sincèrement, authentiquement, vos clients en seront très agréablement surpris puisque très peu d'entreprises le font. Et il ne suffit pas effectivement de s'excuser. Il faut ensuite corriger, reconnaître et corriger ces erreurs. Donc clairement, les clients en seront beaucoup plus reconnaissants et fidèles. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'impact que ça a de reconnaître ces erreurs, mais je vais vous en donner une assez claire. 96%, effectivement, des personnes qui ont reçu une excuse veulent continuer l'expérience avec l'entreprise. Donc n'hésitez pas, comprenez bien que ça va servir votre entreprise. Et encore une fois, très peu d'entreprises le font, donc ça vous démarquera aussi. 8 là-dessus pour nous, on reconnaît nos erreurs. D'ailleurs, le jour où on a présenté le code client, on a eu un problème de serveur. Donc on a pu, dès le lendemain, en fait, mettre en pratique et s'excuser. Et je peux vous dire que dans le software, quand on a une panne de serveur, c'est pas idéal. On a eu très peu de disruptions et très peu de pertes de clients, beaucoup moins que ce qu'on attendait. Et je pense que c'était lié notamment au fait qu'on était, j'espère, assez humble par rapport au fait qu'on s'est trompé et que ça arrive à tout le monde et qu'on met en place des actions très spécifiques pour que ça n'arrive plus. Alors, donner aux clients les moyens d'être autonomes. Alors, je pars du fournisseur d'accès Internet pour m'orienter vers mon abonnement téléphonique. Hier, j'ai reçu un petit texto qui me disait, alors j'ai changé de carte bleue, donc il ne pouvait plus me prélever. Hier, j'ai reçu un texto, il faut payer maintenant, sinon demain, vous serez coupé, il y aura 25 € de pénalité. Loguez-vous vite dans votre portail, dont je cacherai le nom, pour vite payer votre facture. Donc c'est un peu dramatique, j'avais 24 heures de délai. Je vais évidemment sur mon portail, j'essaie de me connecter, ce n'était pas le bon mot de passe. Je jurais que je le connaissais, mais je pense que ça vous arrive aussi. Et donc, il me demande mon code client, qui est sur ma facture, qui n'est pas là puisque je suis à l'étranger. Il y a un support que je peux appeler, j'appelle le support, ils voulaient me rendre autonome, ça n'a pas marché, et m'ont dit que ce code client qui me permet de me loguer était disponible dans ma plateforme, dans mon portail. Donc, je n'ai pas forcément compris. Je pense que dans 20 minutes, probablement, j'aurai plus de 3G. Donc, je vais me mettre sur le Wi-Fi pour qu'on puisse, si vous voulez changer, que vous puissiez me contacter, puis que je puisse aussi avoir accès à Internet. Donc, effectivement, ces clients connaissent leurs besoins et en fait, ils sont souvent les mieux placés pour répondre. Donc, cette idée de l'autonomie est très noble et il faut rendre cette autonomie aux clients puisqu'ils préfèrent parfois ne pas avoir appelé qui que ce soit pour résoudre leurs problèmes.
Je pense qu'on connaît aussi cette situation où, qui reflète peut-être un peu celle dont je vous ai parlé. J'imagine que vous avez peut-être pu avoir affaire à ce genre de situation. C'est très compliqué aujourd'hui. Le self-service est clairement, c'est nous un axe qu'on recommande énormément. Et ça libérera d'ailleurs votre service client pour s'orienter sur les problèmes plus compliqués. Et les clients préfèrent résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Donc donnez-leur leur autonomie. Ils n'en seront que plus satisfaits. Et effectivement, lorsque c'est nécessaire, que quelqu'un soit là, facile à contacter, éviter trop d'étapes en fait avant de parler à un humain, ça peut être particulièrement frustrant. Des solutions existent, automatisées. Alors nous, chez HubSpot, pas forcément là pour parler d'HubSpot, mais que ce soit des chatbots, de l'intelligence artificielle, que ce soit effectivement tous les leviers de portail d'aide client autonomie, donc voilà, le self-service, sont des choses qu'on recommande énormément et qui diminuent énormément le nombre de cas clients non résolus. Quand bien même, je pense que là-dessus, on n'est pas à 10 non plus. Donc évaluez ça. Beaucoup de services clients rendent la chose compliquée pour éviter de créer trop de tickets clients. Je ne sais pas si c'est la meilleure approche. Donc laissez-leur la fluidité de résoudre leurs problèmes ou tout simplement de pouvoir vous contacter s'ils n'y arrivent pas par eux-mêmes. Alors vendre sans manipuler. J'en ai parlé un petit peu avec cette personne qui me proposait des produits d'assurance additionnels, mais c'est aussi au niveau de la tarification. Une tarification doit être claire, transparente, simple à comprendre et puis surtout juste. Et ces trois choses, j'aimerais vous en parler un petit peu plus, puisqu'effectivement, beaucoup d'entreprises ne vont surtout pas donner de clarté sur leur prix. On a l'impression d'être un peu face à une forteresse, mais vu qu'ils font du cas par cas, tout est très compliqué, donner des clés pour comprendre le pricing. 69% des clients ont indiqué qu'une tarification peu claire pouvait les empêcher de concrétiser leurs achats. Effectivement, aussi, un pricing trop compliqué ne va pas particulièrement attirer, donc essayez d'avoir une logique simple, que tout le monde puisse comprendre comment votre pricing est structuré. Et puis enfin, une approche juste, logique en tout cas. Et ce qu'on a fait nous, et ce que je pourrais vous recommander de faire, à vous de me dire si l'approche vous plaît, mais c'est de prendre peut-être les factures que vous avez envoyées à vos clients et de vous dire, si je recevais cette facture, qu'est-ce qui me paraîtrait bizarre? Qu'est-ce qui est peut-être un peu trop orienté sur générer du revenu additionnel? Il y a souvent dans les factures pas mal de choses où on voit qu'on essaie d'en tirer un peu plus. Ne soyez pas ces gens-là. Je pense qu'il est plus intéressant que les personnes sentent que votre pricing est juste à 100% plutôt que vous essayez de jouer un petit peu trop sur le devis ou la facture. Donc 6 là-dessus. Je pense que sur la partie clarté du prix, HubSpot a pas mal d'améliorations à faire. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur la page de prix d'HubSpot. On passe pas mal de temps à expliquer un petit peu comment est organisé tout ça. On s'améliore, mais on n'est clairement pas à 10 et on n'est pas non plus beaucoup plus loin des 5. Donc je serais curieux de savoir encore une fois ce que vous avez pu évaluer pour votre entreprise. Et enfin, ne pas bloquer la sortie. Alors moi j'ai vécu à Londres et j'ai un compte en banque qui est toujours chez eux depuis 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi que j'essaie de fermer ce compte, mais à chaque fois, alors ça peut se faire que par la poste, où il faut y aller. J'y étais même allé, mais la fois où je suis revenu, ou quand bien même ils m'envoient ces courriers par la poste, je dois régler la différence, mais à chaque fois où je règle, ils m'ont pris d'autres frais. Ce qui fait que ça fait 3 ans et demi que j'essaie d'être à 0 sur la balance, et que la sortie est clairement très compliquée. Donc sachez déjà que 89% des clients sont plus susceptibles de réaliser un achat s'il est possible de l'annuler en toute simplicité. Ça peut être souvent le parcours pour annuler, en tout cas moi ce que je ressens par rapport à résilier dans cette banque. Ne rendez pas la sortie pour arrêter votre service aussi compliqué que ça. C'est un peu comme une relation... voilà, alors pardon, je vais plutôt partir sur ce point-là. On a facilité énormément l'achat en un clic, mais effectivement, on devrait pouvoir l'annuler également en un clic. Je prends l'exemple d'un ami à moi qui, ça me fait penser beaucoup aux relations amoureuses. Je veux dire, si demain, on voulait que ça marche, ça ne marche pas, tant pis, on peut rester amis, ça ne sert à rien de bloquer la sortie. Ça me fait beaucoup rire, j'ai un de mes amis à moi qui m'a dit, enfin voilà, ça se passe pas bien, écoute, j'ai essayé d'en parler, on en a parlé, et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut que ça s'arrête, et elle n'était pas d'accord. Voilà, donc leur relation continue. Je ne sais pas si c'est la meilleure approche, puisqu'encore une fois, quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui peut revenir. Et les clients vont et viennent. Il n'est jamais bénéfique de chercher à les retenir de force. Donc laissez vos clients partir s'ils veulent partir. Ils pourront revenir et ils parleront probablement mieux de vous que si vous les empêchez de partir.
Donc voilà, notre score total, 7,1 sur 10. Clairement, peut mieux faire. Et tout ce qui fait qu'on n'est pas à 10, c'est aujourd'hui, nous, la priorité de notre stratégie d'entreprise, c'est bouger ces frictions pour que le business, encore une fois, tourne autour du client plus rapidement qu'actuellement. Donc, très curieux de savoir quels sont vos scores, et peut-être de discuter des points qui font que vous n'êtes pas au score que vous souhaiteriez. Et donc, n'hésitez pas à partager les photos de votre évaluation avec le hashtag code client. Je serai ravi d'en discuter avec vous, on engagera aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas, on est dans le conversationnel au maximum. Je vous remercie à tous. Je suis disponible sur Yves BRG si vous voulez me tweeter jusqu'à ce que j'ai plus Internet. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une croissance réussie. Yves Bourgoin, sous applaudissements, s'il vous plaît.